suis endormie. Bonjour, je suis désolée, hein. Père Noël, il m'a demandé si je pouvais venir l'aider, parce qu'avec toutes les lettres qu'il reçoit, il fait ça chaque année. Je lui sers de secrétaire. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis les lunettes. Secrétaire du Père Noël. Alors, des lettres. Oh, cette année, il y en a. Il en arrive tous les jours. C'est juste incroyable. Alors, surtout, vous faites pas de soucis. Tout va bien se passer. Ah. Maison du Père Noël, bonjour? Oui, bien sûr. Non, pas du tout. Aucune inquiétude. Pas de confinement pour le Père Noël, tout va bien se passer. Bon, bien sûr, hein, il faudra prendre les mesures nécessaires de sécurité et tout, mais le Père Noël délivrera tous ses cadeaux sans souci. N'ayez aucune crainte. Je vous souhaite une bonne journée et de joyeuses fêtes. Au revoir. Bon, je vais mettre un petit peu quand même en répondeur parce que là, je peux pas travailler, je suis dérangée tout le temps. C'est juste impossible. Allez, hop, ça y est, c'est fait. Plus tranquille. Bon alors, les lettres du Père Noël. Oui, faut pas vous faire de soucis, cette année ça va bien se passer. Il est prêt. C'est pas comme ça toutes les années, hein. Faut vous dire que parfois, tiens, l'année dernière par exemple, le Père Noël, oh ben lui, il était prêt. Mais c'était sa femme qui voulait pas qu'il fasse Noël. Elle le trouvait trop vieux. Elle voulait qu'il prenne sa retraite. Mais il est parti quand même. L'année d'avant, il avait tellement grossi qu'il pouvait plus passer par les cheminées. Alors là, il a fallu qu'il fasse un régime express. Mais ce dont je me souviens le plus, c'est de quelques années en arrière. Là alors, les lutins étaient venus me voir. Mais enfin, Françoise, qu'est-ce qui se passe? Le Père Noël ne nous a pas appelés. On est à moins d'un mois de Noël et on n'a rien fabriqué. Oui, je sais. Mais je crois que cette année, le Père Noël est un peu de mauvaise humeur. Et à ce moment-là, le Père Noël est rentré. Oh, c'est vrai qu'il faisait la tête. Père Noël, lui ont dit les lutins. Père Noël, on n'a rien préparé. Et Noël, c'est dans moins d'un mois. Je sais, mais cette année, j'ai décidé qu'il n'y aurait pas de Noël. Pas de Noël? Mais Père Noël, c'est pas possible. Les enfants attendent Noël toute l'année presque. Et parfois même, ils essaient d'être sages. Non, ça, Père Noël, c'est pas possible. Pas de Noël. Vous avez vu les hommes un peu, les papas, les mamans, tout ça, la façon dont ils vivent? J'en ai assez. Moi, j'essaye d'entretenir un peu la magie de Noël et pendant ce temps-là, eux, ils se précipitent avec leur caddie dans les magasins pour acheter, consommer, travailler, consommer, dépenser. Et pendant ce temps-là, on pollue la terre. Est-ce qu'ils y pensent un peu? Non. Pas de Noël, c'est fini. Père Noël, c'est pas possible. Alors là, les lutins se sont concertés, tous ensemble. Puis il y en a un qui s'est tourné vers le Père Noël et qui lui a dit « Père Noël, j'ai une idée. Tu sais, Père Noël, on pourrait faire comme avec les cartes à jouer. On les prend, on les brasse, on les mélange et on redistribue. » Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je comprends rien, a dit le Père Noël. Je vais vous expliquer. Et le lutin s'est approché du Père Noël et il lui a tout dit. Et là, je vous promets, j'ai vu la tête du Père Noël changer. Lui qui avait ses sourcils tout froncés et qui était tout coincé, tout d'un coup, il s'est épanoui. Il a souri, sa moustache s'est mise à frisoter, ses yeux ont pétillé. Quelle bonne idée! Ça me plaît. Voilà. C'est parti, on va kidnapper tous les enfants du monde. Kidnapper les enfants du monde? Mais ça fait du monde, Père Noël. Ouais, bon, c'est pas grave, on va demander à la bise et à ses enfants, les vents, les ouragans de nous aider. Et c'est comme ça qu'on a appelé la bise. Et la bise était bien d'accord avec le Père Noël, parce que elle trouvait aussi que les humains n'étaient pas très raisonnables, et qu'ils tournaient mal. Il fallait faire quelque chose. Alors les lutins ont commencé à se faufiler dans les cours de récréation, dans les squares, dans les parcs, partout où il y avait des enfants. On les remarquait pas, c'était des lutins. Ils se sont approchés des enfants. Ça te dirait de venir chez le Père Noël? Oh ouais, ça me plairait bien. Et toi, t'as envie de voir les ateliers du Père Noël? Oh ouais, ça serait trop super. Et toi, tu voudrais bien venir, petite fille?
Oh oui, j'aimerais bien voir les poupées. Et c'est comme ça que la bise est arrivée, accompagnée de ses fils, les vents. Et dans un grand ouragan, elle a emporté tous les enfants. Les maîtresses qui étaient en train de papoter, quand elles se sont retournées, ont vu la cour vide. Les enfants ont disparu. Elles ont appelé le directeur a appelé l'inspecteur a appelé l'académie, et ça a fait boule de neige. Dans les squares, les mamans, qui étaient le nez rivé sur leur portable, elles ont regardé le bac à sable. Il n'y avait plus d'enfants. Mais où sont passés nos enfants? Elles ont appelé les papas ont appelé les directeurs ont appelé les supérieurs, on a appelé les ministres, et c'est remonté jusqu'au président. On s'est aperçu que tous les enfants avaient bel et bien disparu. À un mois, même pas de Noël. Oh, quelle catastrophe! Alors le président a pris une décision. Il a dit, ce soir, réunion exceptionnelle, je ferai une intervention télévisée. Alors tout le monde a attendu 20 heures pour avoir l'intervention télévisée. Tout le monde était devant son téléviseur. Et à 20 heures pétantes, alors qu'on attendait le président, même s'il n'avait pas d'enfant, il se sentait motivé tout de même. À 20 heures pétantes, noir sur toutes les télés, plus rien. Et puis, un jingle, et le Père Noël qui est apparu. N'ayez aucune inquiétude, je vous rassure, vos enfants sont chez moi. La mère Noël s'en occupe très très bien, les lutins aussi, tout va bien. Je vous les rendrai, c'est sûr, mais pour cela, il faut que vous fassiez un peu plus attention, que vous fassiez des efforts, parce que ça ne va plus du tout. Toutes ces guerres, cette pollution, cette indifférence, cette surconsommation, ça va vous mener où? Faudrait peut-être penser à autre chose, faire la paix. Et puis, vous balader dans la campagne plutôt que d'avoir les rivets sur vos écrans. Profitez de vos enfants et de vos anciens aussi. Aidez-les, pensez à vos voisins, faites un peu quelque chose. Alors montrez-moi que vous en êtes capable, et si tout va bien, eh bien, la nuit de Noël, je vous rendrai vos enfants. Noir, terminé. Pas de jingle pour terminer. Un grand silence dans les maisons. Un grand silence partout. Qu'est-ce que ça voulait dire? Et puis, à partir du lendemain, eh bien, le Père Noël, avec sa longue vue, s'est rendu compte que ça avait marché quand même. Parce que les gens avaient l'air de faire des efforts. Oui, oui, oui. Ce PDG-là qui passait toujours tout droit devant ses employés sans les regarder, s'arrêtait. Il les saluait. Parce qu'il savait qu'eux aussi avaient des enfants et qu'ils étaient tristes. Et puis, cet homme, qui toujours dans le métro bousculait la petite vieille qui allait pas assez vite alors que lui était très pressé, bien, aujourd'hui, il s'est effacé et il lui a même proposé de porter ses paquets. Ouais, ça s'annonce plutôt bien, cette histoire, a dit le Père Noël. Et pendant ce temps-là, eh bien, les enfants étaient réunis dans la salle à manger du Père Noël et ils déjeunaient. Alors, il y en avait des enfants, vous pensez bien, tous les enfants de la Terre, des petites tables. Et là, à cette table, il y avait Keiko, une petite japonaise, Abou, un Africain, Nouk, un petit Esquimau, il y avait Julien, un petit Parisien, et puis il y avait Chico, un petit Péruvien, et Nathan, un enfant qui venait, un enfant assez gris globalement, taiseux. À côté des autres, c'est vrai qu'il faisait un peu tâche, le pauvre. Et les enfants papotaient, mais chacun dans sa langue. Mais ça aussi, le Père Noël et les lutins l'avaient prévu. Ils s'étaient dit, ils ne vont pas se comprendre, mais on va voir s'ils sont capables de faire preuve d'imagination. Et Keiko a commencé par expliquer que elle, chez elle, eh bien, on mangeait dans des bols. Et bien sûr, elle a dit tout cela en japonais. Les autres l'ont regardé, personne ne comprenait. Alors Keiko a réfléchi, elle s'est dit, je sais, vous avez un papier, un crayon? Elle a pris le papier et le crayon, elle a dit, je vais vous dessiner. Elle a pris, elle a fait... Ça, c'est un bol. Et dedans, il y a une soupe de nouilles. Ça, c'est des baguettes. Parce que chez nous,
on mange avec des baguettes. Et ça, c'est l'intérieur du bol. Et à l'intérieur du bol, il y a, devinez quoi, à l'intérieur du bol, il y a un minuscule dragon. Ouais. Pourquoi t'as dessiné un dragon à l'intérieur du bol, a dit Julien. Ça c'est pour vous expliquer comment on a eu les premiers bols. Parce que, avant, on mangeait dans des feuilles de chou. Après, comme c'était un peu compliqué, les lutins ont pris la relève et c'est eux qui se sont mis à traduire. Il y a très très longtemps de ça, les bols n'existaient pas. Et grand-mère Lu, elle était un peu triste parce que son mari avait rejoint depuis longtemps le royaume des ancêtres. Elle vivait avec son fils et sa belle-fille. Pas très gentille, la belle-fille, il faut bien dire. Mais tant qu'avait son fils, ça allait. Sauf que l'hiver dernier, son fils avait été emporté par une mauvaise fièvre. Alors, grand-mère Lu, elle s'était retrouvée toute seule avec sa belle-fille. Ça, c'était pas rigolo. Parce qu'elle passait son temps à lui dire « Tu me coûtes de l'argent, tu manges trop, tu fais rien, t'es bonne à rien, tu ferais mieux d'être au cimetière. » Alors à force, grand-mère Lu, elle s'était dit qu'effectivement, elle servait à rien. Puis comme elle mangeait pas beaucoup, ça lui donnait pas trop le moral. Donc elle était allée au bord de la rivière. Et aujourd'hui, elle était là, tout au bord de la rivière. Elle se disait après tout, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire si je me jette dans la rivière? Je manquerai à personne. Au moins, je rejoindrai ceux que j'aime. Et puis, j'aurai plus cette méchante toujours à me tarabuster. Elle a avancé ses petits pieds un peu plus. La berge était glissante. Là, elle a titubé un instant, puis elle s'est reprise. Faut dire qu'il y avait vraiment du courant. C'est pas facile de prendre une décision pareille. La grand-mère Lu a avancé encore un peu, et au moment où un petit oiseau est arrivé, il s'est perché là sur son épaule. Grand-mère Lu, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. Grand-mère Lu, tu as encore plein de choses à faire. Viens là, toi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me dis ça? Tu sais bien, ceux que j'aime, ils sont partis. Oui, mais grand-mère Lu, tu as encore du temps à faire sur cette terre. Tu ne peux pas partir. Allez, je vais te donner l'occasion d'être un peu gai. Je vais t'apprendre à fabriquer quelque chose. Fabriquer quelque chose? Mais quoi? Un bol. Un bol, mais qu'est-ce que c'est? Je vais t'expliquer. Va là-bas sous l'arbre. Creuse un peu. Alors grand-mère Lu est allée sous l'arbre, elle a creusé, elle a trouvé une terre argileuse. Fais-en une boule, grand-mère Lu. Grand-mère Lu a fait une boule. Maintenant, mets tes 2 pouces à l'intérieur et tire, grand-mère Lu, tire vers l'extérieur. Elle l'a fait. Maintenant, prends un peu d'eau. Elle a pris de l'eau, lisse tout autour. Elle a lissé. Tire encore un peu. Et voilà! Maintenant, tu n'as plus qu'à le mettre à sécher au soleil. C'est un bol et tu pourras manger dedans. Vraiment? Merci, petit oiseau. Attends, grand-mère Lu. À l'intérieur de ce bol, tu vas dessiner un petit dragon. Je suis pas dessinée. Allez, arrête. Ça va pas marcher. Grand-mère Lu, fais un effort. Alors, elle a pris une petite baguette de bois et puis elle a dessiné comme elle pouvait avec une main tremblotante. Il est ridicule, j'y arriverai jamais. Allez, grand-mère Lu, ne perds pas morale. Allez. Elle a dessiné un petit dragon. Pourquoi pas le faire tout bleu? Un petit dragon. Et les dragons, ça crache des flammes. Alors il crachait du feu. Ça va comme ça? L'oiseau a regardé. C'est parfait. Mais elle l'a séché. Grand-mère Lu l'a posé là sur une pierre, au soleil, pour qu'il sèche. Maintenant, avec ce petit dragon dans ton bol, a dit l'oiseau, tu ne seras plus jamais seul. Et s'est envolé. Merci, petit oiseau. Au bout d'un moment, un long moment, le bol étant sec, elle l'a pris. Il était rigolo quand même, ce petit dragon. Bon, il ressemblait un peu à un dragon, mais pas trop. Tu sais, petit dragon, t'es pas bien joli, le bol est pas bien rond, mais surtout, moi, ce que j'aimerais, c'est que, petit bol, tu te remplisses de riz. J'ai tellement faim.
Et là, le bol s'était rempli de riz. En plus, avec des champignons noirs, et ce qu'elle aimait bien. Alors, elle a sorti ses baguettes, et puis... Il y avait tellement longtemps. C'était délicieux. Il y avait des petits bouts de gingembre. Quand elle a eu fini, elle a nettoyé son bol. Elle est allée le cacher dans le bûcher, sous les bouts de bois, pour que sa belle-fille ne le trouve pas. Et puis elle est rentrée dans la maison. Et curieusement, sur son visage flottait un petit sourire. La belle-fille l'a regardée, s'est dit « Je ne comprends pas. Comment se peut-il qu'elle sourie alors que je l'affame, que je l'insulte et que je l'épuise ?» C'est-à-dire rien comprendre. Et chaque jour, grand-mère lui est retournée dans le bûcher, a pris son petit bol, et un jour c'était des nouilles sautées avec des crevettes, un autre jour c'était des pousses de soja avec du bœuf mariné, et grand-mère lui se régalait. Merci petit dragon. Ses joues devenaient toutes rebondies, toutes roses, et ses yeux pétillaient de joie. Ah ça, elle doit me voler de la nourriture, c'est pas possible. Elle devrait maigrir, et là, elle s'arrondit, elle a l'air réjouie, heureuse. Grand-mère Lu continuait à faire son travail, mais elle savait qu'il y avait sous le bûcher son petit dragon qui l'attendait, et qu'elle ne manquerait plus jamais de rien. La belle-fille se dit, à mon avis, elle me vole de la nourriture, je vais aller l'espionner. Et très doucement, elle l'a suivi. Elle l'a vu qui fouillait dans le tas de bois. Elle l'a vu qui prenait quelque chose, qui rapprochait de sa bouche, qui parlait. Elle l'a vu sortir ses baguettes et se mettre à manger. Alors là, elle s'est précipitée, elle lui dit « Tu vois, je savais bien que tu me volais. Tu me volais de la nourriture. Voleuse, fainéante. Je vais me débarrasser de toi. Tu sais ce qu'on leur fait aux voleurs ? Mais je t'ai rien volé, et c'est à moi, et c'est pas ta nourriture, c'est mon petit dragon qui me la donne. Et en plus, elle devient folle. Donne-moi ça. » Et la belle-fille a attrapé le bol, et la grand-mère Lu, elle a tenu le bol de son côté. Elles les ont tiré chacune de leur côté. Et Dieu sait que des femmes, ça peut être acharné parfois. Elles ont tiré, et bien sûr, le bol s'est cassé. Mon bol. Et ben voilà, plus de bol, plus de dragon, plus rien du tout. C'est fini, grand-mère Lu. Mon bol. Alors, elle a ramassé les morceaux, mais il était dans un tel état, elle pourrait rien en faire. Mon bol, mon petit dragon. Arrête ton stessimagré, arrête. Et à ce moment-là, grand-mère Lu a vu que le petit dragon était sorti du bol, qu'il était là à ses pieds, et que plus la méchante belle-fille riait, plus le dragon grossissait. Et elle riait, elle grossissait, il grossissait. Et tout d'un coup, elle l'a vu en face d'elle, et dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais grand-mère Lu fait quelque chose, dis-lui de partir !» Grand-mère Lu, elle a rien dit. Et le dragon s'est mis à cracher des flammes, à cracher du feu. Il est venu lécher le bout des pieds de la méchante belle-fille. Elle a continué à rire, mais là, c'était un rire hystérique, un rire qui disait « J'ai peur, je vous en prie, débarrassez-moi de cette chose immonde, vite, faites quelque chose !» Et le dragon a soufflé encore plus fort. Et là, la flamme est venue s'attaquer au bord du kimono. Et en un instant, la méchante belle-fille n'a plus été qu'une torche vivante, qui est partie en fumée dans les airs. Disparue, la belle-fille. Le dragon s'est envolé à son tour. Grand-mère Lu n'avait plus besoin de lui. Grand-mère Lu était un peu triste, pour le dragon surtout. Alors, elle s'est dit qu'elle referait des bols, mais que maintenant qu'elle avait la maison, pour elle, elle n'avait plus besoin du dragon, elle ne manquerait jamais de rien. Elle a fait des bols, et puis elle en a fait pour les enfants qui passaient, à qui elle racontait des histoires, et c'est comme ça que les bols se sont répandus dans tout le pays, et bien au-delà aussi. Les enfants avaient écouté l'histoire, étonnés. Julien a dit « Bon, moi, au petit déjeuner, je mange aussi dans un bol. Et puis, mon papa, il nous achète souvent des croissants. Moi, a dit Chico,
le petit Péruvien, moi, je mange une soupe de quinoa, parce que là-haut, sur l'altiplano, il fait très très froid. Nouk a dit, moi, je mange du poisson séché. Nathan, le petit garçon tout gris, il a rien dit du tout. Il avait toujours la tête baissée. Il mangeait du bout des lèvres. Abou a dit, moi, chez moi, on mange du pain de singe. Qu'est-ce que tu dis? Du pain de singe? Oui, du pain de singe. Tu coupes un singe en morceaux et tu le manges? Non, je coupe pas un singe en morceaux. Un singe, j'en ai un. C'est un petit animal que j'ai apprivoisé. C'est mon meilleur ami d'ailleurs, mais je vous en reparlerai. Non, le pain de singe, c'est le fruit du baobab. Vous connaissez le baobab? Non, enfin, comme ça, oui, un peu. Eh bien, le baobab, chez nous, c'est vraiment un arbre sacré, un arbre exceptionnel. C'est un arbre qui nourrit les hommes, un arbre qui les soigne. C'est un arbre aussi qui peut servir de réserve d'eau quand on en a besoin. C'est un arbre extraordinaire, je vous dis. Je vais vous montrer. Alors, il s'est mis à dessiner. Il a fait un tronc avec des racines. Sous cet arbre, parfois, on vient écouter des histoires. Mon grand-père souvent raconte des histoires sous le grand baobab. Et vous savez, il y a une chose très importante, c'est que les baobabs, à l'intérieur, on peut les creuser. Et quand on creuse un baobab, eh bien, ça peut faire une citerne. Une citerne pour conserver l'eau. Alors, en période de sécheresse, eh bien, la citerne, c'est vraiment bien pratique. Et ça nous empêche d'avoir soif et de manquer d'eau. Le baobab, c'est un vrai trésor. Parfois même, il sert de sépulture aux sages, nos grands sages. Eh bien, on les enterre à l'intérieur de le tronc de l'arbre du baobab. Le baobab recèle de vrais trésors. D'ailleurs, mon grand-père Soniquet m'a raconté une histoire. Il y a très très longtemps, Loc le lièvre se promenait et il faisait très très chaud. Et Loc le lièvre s'est dit, oh, je vais me reposer à l'ombre du baobab. Alors il est venu se poser là, sur le sol, sous le feuillage du baobab. L'air y était frais, c'était agréable, comme on était bien. Alors Loc le lièvre a dit, baobab, grand baobab, que la fraîcheur de ton feuillage est agréable. Et puis comme Loc le lièvre est un coquin, il lui a dit, mais franchement, je pense que tes fruits sont plutôt durs et bien moins agréables que ton feuillage. Alors le baobab, je dis, bah quand même, non, je lui ai montré que c'est pas vrai. Certes, mon feuillage est agréable, mais mes fruits aussi, puisqu'on fait du pain de singe, de fruits du baobab. Et il a tendu ses branches couvertes de fruits vers Loc. Loc n'a même pas eu à tendre la patte. Les fruits sont tombés tout droit entre ses mains. Il a ouvert le fruit du baobab. Oh, il faut dire que c'était extraordinaire. C'était bon. Tellement bon, rafraîchissant. Allez, baobab, je dois bien l'admettre. Ton feuillage est frais et tes fruits sont exceptionnels. Mais quand même, Loc le lièvre ne se tenait pas quitte. Et cependant, je pense que ton écorce est dure, ton tronc est dur, même si on arrive à le creuser, je pense que tu ne te laisses pas pénétrer comme ça. Tu es dur, tu es fermé. Le baobab a dit, moi qui suis si généreux, qui donne à qui veut, qui fait des réserves d'eau, moi, fermé. Et alors là, le baobab, d'un coup, s'est ouvert. On a vu l'écorce s'étirer. Et l'intérieur du baobab est apparu. Des trésors incroyables, des boubous colorés, brodés, des bijoux, de la nourriture à profusion, des mers raffinées, des perles rares, des pierres précieuses. Loc le lièvre a dit, je crois, baobab, que tu m'as fait la preuve que non seulement ton feuillage est frais, tes fruits appétissants, mais que ton cœur aussi est généreux.
Va, serre-toi, prends tout ce que tu voudras, a dit le baobab, cœur grand ouvert. Alors Locke s'est servi. Il a pris quelques boubous pour sa bien-aimée, et puis des bijoux, et puis quelques mets aussi raffinés. Et il a remercié. Elle s'en est allée. Il est rentré chez lui, et dans son terrier, il a offert tout ça à son épouse. Oh, mon mari qui est trop charmant, je te remercie. Et alors qu'a fait l'épouse? Elle s'est parée parce qu'elle aimait cela. Elle a mis le plus beau des boubous, elle a mis des bijoux, un foulard, et elle s'en est allée parader sur la place du marché. Mais que tu es belle, mais où as-tu trouvé tout cela? Oh, c'est mon mari. Il m'a rapporté tous ses présents. Il est vraiment très charmant. Et bientôt est arrivée Bouki la hyène. Je n'aime pas la hyène. Je l'ai entendue. Quand j'étais en voyage, je l'ai entendue ricaner la nuit. La hyène, c'est une bête sauvage qui se nourrit de charognes. Elle a un ricanement terrible. Et en plus, elle est fausse, elle marche de travers. Je n'aime pas Bouki. Et elle pue. Forcément. Comme elle mange de la charogne. Alors Bouki sent tellement mauvais de la bouche que quand elle parle du nez comme ça. Oh, mais que tu es jolie, mais que ce boubou est charmant, mais où l'as-tu trouvé? Ah, c'est mon mari qui me l'a rapporté. Mais où l'a-t-il trouvé? Ah bien, tu n'as qu'à aller lui demander. Et c'est comme ça que Bouki, avec son cul de travers, s'en est allé voir Locke dans son terrier. Locke, où est-ce que tu as trouvé toutes ces beautés dont ta femme est parée? Ah, ça, c'est le grand baobab. Je suis allée m'asseoir sous son ombre pour se reposer. Je l'ai un peu chiné, je me suis moquée de lui. Et à force, eh bien, il m'a ouvert son cœur et son cœur est riche. Tu ne saurais imaginer. Vraiment? Tu crois que je peux y aller? Oh ben bien sûr. Vas-y. Et c'est comme ça que Bouki est partie jusqu'au grand baobab. Elle s'est installée sous son ombre. Oh ouais, c'est vrai, tes feuilles sont rafraîchissantes, l'air y est frais, c'est agréable, c'est vrai. Mais franchement, je pense que tes fruits sont amers. Et là, l'arbre a fait comme la première fois, il a tendu ses branches et ses fruits sont tombés aux pieds de Bouki la hyène. Et elle a mangé comme une vorace qu'elle était. Ouais, pas mauvais, encore que ce soit pas mon mets préféré. Moi, je préfère une charogne bien faisandée. Mais ta carcasse, pardon, ton écorce, excuse-moi, ton écorce est bien dure, et je crois que personne ne saurait la pénétrer, n'est-ce pas? Mon écorce dure, a dit le baobab. Mais non, regarde, elle a ouvert son cœur, là, grand comme ça, le baobab. Il a ouvert son cœur, et dans son cœur, il y avait encore plein de trésors. Alors la hyène a bondi, et à grands coups de griffes, elle a pris tout ce qu'elle pouvait. Mais elle n'en avait pas assez. Elle est allée encore plus loin, toujours plus loin, de plus en plus loin. Elle est allée jusqu'au plus profond. Et là, elle a voulu aller au cœur même du baobab, le déchirer. Le baobab a pris peur, et tout à coup, il s'est refermé. La hyène a juste eu le temps d'en réchapper. Sans rien. Alors parfois mon grand-père dit qu'on peut se poser la question, a dit Abou. Pourquoi le cœur des hommes est fermé? Est-ce qu'ils s'ouvrent une hyène qui un jour a essayé de les déchirer? Peut-être qu'on devrait leur apprendre à s'ouvrir un peu plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Pendant que les enfants se racontaient des histoires de Noël, au pays des papas et des mamans, au pays des grands-parents aussi, oh bien la vie n'était pas bien gaie. On était triste, parce que des maisons sans enfants, des cours vides, des squares sans personne, c'est une tristesse incroyable. Quand on les a, ils vous énervent, ils font trop de bruit, ils sont tout le temps après vous. Mais quand ils ne sont pas là, qu'est-ce qu'ils nous manquent? Alors les parents étaient vraiment impatients de pouvoir retrouver leurs enfants le matin de Noël dans leurs souliers, dans leurs chaussons, là sous le sapin. Et pour cela, ils faisaient beaucoup d'efforts. Pas mal, a dit le Père Noël. Je vois. Tiens, on parle de faire des traités de paix. Pas mal. Et là, tiens, les cheminées fument un peu moins. Ils ont décidé de réduire leur consommation, bien. Et là, la production d'armement a été fortement réduite aussi. Très bon pour le bilan carbone. Tiens,
Des gens qui sourient et qui se serrent la main sans se connaître. Ah, ça me plaît tout ça, dit le Père Noël, ça me plaît, ça me plaît. Ça prend une bonne tournure, tout ça. Pendant donc que les parents faisaient de gros efforts, les enfants, eux, continuaient d'apprendre à se connaître. Dis, t'as un animal favori? T'as un compagnon, un petit compagnon poilu ou je sais pas moi. Moi j'ai un canari, un compagnon à plumes. Il est en cage parce que on habite dans un appartement avec mes parents. En cage? Mais comment tu peux mettre un animal en cage, a dit Abou. Moi mon petit singe il est libre. Moi, a dit Keko, qui essayait toujours de calmer les choses, j'ai un petit chat. Je lui ai appris à faire comme le mannequin Echo. Bonjour, ça va? C'est un porte-bonheur chez nous, le mannequin Echo. Nathan, le petit garçon tout gris, lui, n'a rien dit. Là où il vivait, on n'avait pas le droit d'avoir d'animaux. Et puis, il y avait Chico et Nook. Nook, lui, il a dit, moi, j'ai un petit chien de traîneau. Oh, il est pas bien grand, il est né il y a peu de temps. Je l'adore, c'est une boule de fourrure. Chico, il a dit, moi, mes parents, ils sont éleveurs. On a des troupeaux de lamas. Faut pas croire tout ce qu'on vous dit sur les lamas qui crachent sur les gens. C'est pas vrai. Mon lama à moi, il est doux. C'est incroyable. Vous voulez que je vous le dessine? Bah ouais, pourquoi pas. Alors Chico, il a décidé de dessiner son lama. Bon, c'est pas tout à fait la vraie couleur du lama, hein. Mais il n'y avait pas toutes les craies qu'il fallait, alors il a fait comme il pouvait. Il faut dire que le lama, c'est un animal bien pratique, parce qu'il fournit sa laine, il fournit sa viande, et on l'élève en troupeau entier par chez nous. Moi, mon lama, je l'ai appelé Pacho. Pacho le lama blanc. Ouais. Et souvent, je vais me promener avec lui sur l'altiplano. Pacho, mon lama. Mais mon lama, il a toujours de jolis pompons, de belles décorations. Et comme ça, la Pachamama, c'est-à-dire la déesse terre, celle qui fait que nous puissions avoir tout ce que nous voulons sur la terre, ou presque, qui s'occupe de nous, eh bien, elle est contente, parce que on la célèbre et on la respecte. Voilà. Pacho le lama. J'habite au sommet des collines, au sommet des montagnes, là-haut sur l'altiplano. Je vous l'ai dit déjà, il fait très froid. Alors forcément, on élève des lamas et on les emmène dans les alpages. Voilà, ça c'est mon lama, Pacho. Eh ben dis donc. Et pourquoi tu lui fais des pompons comme ça? Ça, c'est la tradition. Parce que si tu mets pas de pompons à ton lama, la Pachamama, je te l'ai dit, elle est pas contente. Mais ça revient de très très loin. Au début des temps, il y a très longtemps, là-haut sur l'altiplano, il y avait un climat tropical. Il y avait de grandes fleurs magnifiques, avec des arbres immenses. Et il faisait très très chaud. Il y avait de magnifiques oiseaux colorés, comme on peut en trouver dans une jungle tropicale. Et puis un jour, le climat a changé. Maintenant, on parle de réchauffement climatique, mais à cette époque-là, c'était plutôt un refroidissement, un terrible refroidissement. Alors les plantes n'ont pas supporté et elles sont mortes. Les oiseaux, il y en a qui sont morts, les animaux aussi, puis il y en a d'autres qui ont migré, qui sont partis vers des terres plus chaudes. Et bientôt, il n'est resté plus sur l'altiplano que des espèces qui pouvaient résister au froid, au gel, aux durs hivers. Il y avait le lama, la vigogne, le guanaco, et puis il y avait aussi des fleurs, des petites fleurs rouges. Chez vous, vous avez une fleur qui ressemble un petit peu. C'est une fleur blanche qu'on appelle, je crois, Edelweiss.
Ben nous, c'est une petite fleur rouge qui tient, qui résiste et qui fleurit sur l'altiplano. Parfois, on en voit des champs entiers fleuris. C'est magnifique. Eh bien, cet hiver-là, la neige s'était mise à tomber. Et le troupeau de lamas avait été surpris. Le berger avait essayé de les rassembler, mais un des lamas s'était perdu. Il était parti, il s'était égaré du troupeau et il marchait là dans le brouillard. La neige tombait à gros flocons. Un peu plus loin, il y avait une petite de ces fleurs rouges. Elle résistait tant qu'elle pouvait, elle voulait absolument continuer à fleurir malgré la neige, malgré le froid. Elle était là, elle brillait de tout son éclat. Et le lama, qui voyait rien, qui était incapable de retrouver son troupeau, avançait maintenant avec de la neige à peu près jusque-là. Il s'est dit, jamais je vais y arriver. Je vais mourir là, je ne retrouverai pas mon troupeau, rien à manger, c'est trop dur. Au moment où il allait flancher, il a vu ce petit point rouge dans la neige. Alors il s'est approché péniblement dans la neige, il s'est approché, et là, sous couvert d'un rocher dont elle était protégée, eh bien, elle brillait toute rouge et verte, au milieu de tant de blanc. Le lama s'est penché pour la manger. Elle lui a dit « Stop !» Il lui a dit « Pourquoi ? J'ai faim, j'ai froid. Te manger me fera du bien. » Il n'en est pas question. Tu ne vas pas me manger. Moi, je suis là pour fleurir l'altiplano. Et je n'ai pas l'intention de me laisser manger. Je suis là pour embellir nos montagnes. Et c'est pour ça que je brille aussi intensément dans la neige. Alors tu vas tout de même pas me manger. J'ai faim. J'ai froid, ça me réchauffera. Et puis, tu sais, moi aussi je fais ma part. Je donne ma laine aux hommes. Et je leur donne ma viande. Alors je suis utile aussi. Presque autant que toi. Je ne veux pas que tu me manges. Alors, le lama s'est dit qu'elle avait peut-être raison. Après tout, l'utilité de chacun, chacun la mesure à sa propre aune. Alors il s'est posé là, à côté de la petite fleur, et il a fermé les yeux. Il faisait trop froid. Il y avait trop de neige, trop de brouillard, et jamais il s'en sortirait. Et là, il était truffe contre fleur, presque. Tous les deux, dans la neige. Puis, on a entendu un cri. « Oh, lointain, faible. C'était le berger. C'était la façon dont le berger appelait son troupeau. Le berger était parti à la recherche du lama. Le berger s'est approché. Il a vu une forme allongée là dans la neige. Il a couru. C'était son lama. Il s'est penché, il a enlevé son poncho, il a bouchonné, il a essayé de le recouvrir, de le réchauffer. Et puis quand il a vu la petite fleur à côté, il s'est penché pour l'accueillir. À ce moment-là, le lama a entrouvert les yeux et il a grogné. Le berger a compris que ne voulait pas qu'il cueille la fleur. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Elle te donnera un peu de force, tu sais qu'elle est pleine de vitamines. Et à nouveau, le lama a fait signe que non. Il a grogné encore. Alors le pauvre berger, qui ne pouvait pas porter son lama parce qu'il était trop lourd, s'est dit « Que faire ?» Il est tombé à genoux à côté de son animal, il l'a serré contre lui en essayant de le réchauffer autant qu'il pouvait, et puis il a imploré les cieux de l'aider. Et à ce moment-là, là-haut, tout là-haut, le Créateur a fait entendre sa voix et il a dit « D'accord, je veux bien qu'exceptionnellement, tu cueilles cette fleur pour sauver ton lama, parce que je sais qu'elle a déjà essaimé et qu'elle a des racines et qu'au printemps, malgré tout, elle refleurira et que toujours ces petites fleurs rouges rendront notre altiplano magnifique. Mais je veux aussi qu'en mémoire de cette petite fleur, tu l'honores, toi et ton lama, régulièrement. » Alors, le berger a pris la fleur et il l'a donnée à son lama, qui l'a mâchée lentement et qui a senti toute la force et la puissance des nutriments de cette petite fleur rentrer dans son corps. Après quelques efforts, il a pu se redresser et ensemble, ils sont rentrés à la bergerie rejoindre le reste du troupeau.
Depuis ce temps-là, le berger a pris l'habitude de garnir de gros pompons rouges les côtés des oreilles de ses lamas, toujours, pour honorer la petite fleur et la remercier. Ah, dis donc, c'est une super histoire. Moi, je savais pas. Oh, c'est génial. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils sont allés travailler avec les lutins, aider la mère Noël à faire des gâteaux. Bref, ils étaient bien occupés. Et le temps a passé. Trop lentement, je vous l'ai dit, pour les parents, mais trop vite pour les enfants. Et puis, le soir de Noël est arrivé. Et là, le traîneau est venu devant la porte. Grelot, reine. Mais c'était pas le traîneau du Père Noël comme d'habitude. Bien sûr, il était là avec la hotte pleine de cadeaux. Mais derrière, il y avait des petits wagonnets, plein de petits wagonnets. Et les lutins ont dit aux enfants, allez, vite, on monte dans les wagonnets, vous choisissez le wagonnet que vous voulez. Allez, on grimpe. Ils ont vérifié qu'ils étaient bien emmitouflés, bonnet, moufle, cache-nez. Et chacun est grimpé dans son wagonnet. Et puis, le Père Noël a fait ce claquement de langue que l'on lui connaît si bien. Et les reines, hop, se sont envolées. Waouh! Regarde! Génial! Oh! On vole! C'est trop bien! Ah! Là, regarde! Là, ça brille! C'est peut-être la Tour Eiffel! Et là! Oh là, je sais pas! Oh, regarde! Ah! Et puis toute la nuit, comme ça, ils ont voyagé à travers le monde entier. Le Père Noël a distribué ses cadeaux, bien sûr, qu'il a mis dans les chaussons. Et au milieu de tout cela, il a déposé un enfant, endormi, parce que bien sûr, la nuit était si longue que les enfants s'étaient endormis. Sous chaque sapin, il a posé un petit enfant. Et puis, son travail de la nuit de Noël étant terminé, eh bien, il est rentré chez lui et il s'est couché, bien fatigué. Le matin, au très tôt, comme le font les enfants quand ils sont impatients d'aller découvrir ce qu'il y a sous le sapin. Les parents se sont réveillés, ils sont descendus à toute allure, ils ont couru, se sont précipités sous le sapin. Là, ils ont vu les cadeaux, bien sûr, et au milieu un enfant. Alors, ils se sont penchés, ils se sont agenouillés, ils ont tendu les... C'est pas le nôtre! Le Père Noël s'est trompé! C'est pas notre enfant. On va jamais le retrouver. Les mamans se sont mises à pleurer. Les papas se sont énervés. Et puis, forcément, les enfants se sont réveillés avec tout ce raffut. Les enfants ont souri aux parents qui étaient là devant eux et qu'ils ne connaissaient pas. Et puis, ils ont sorti une enveloppe de leur robe de chambre ou de leur anorak. Ils ont dit, tiens, ça c'est pour toi. Alors les parents ont pris l'enveloppe, ils l'ont ouverte et ils ont lu. Quelque part dans le monde, il y a un papa et une maman qui s'occupent de ton enfant à toi. Alors s'il te plaît, veille sur moi aussi bien qu'il veille sur lui. Et bientôt, tu retrouveras ton enfant. Pour l'instant, prends soin de moi. Joyeux Noël. C'était pas franchement rassurant, mais après tout, ce petit enfant qui était là, il y était pour rien. Alors on a vu comme ça des parents s'occuper d'enfants inconnus. Keiko, elle était arrivée là-haut au pôle Nord, et puis elle était dans la maison de Nook. Alors elle a ouvert les cadeaux de Nook. Il y avait une paire de kamiks, des bottes fourrées, et puis une amulette, très belle amulette sculptée, qu'elle s'est mise au cours du cou. Julien, lui, il était au Japon. Et il a ouvert les paquets de Keiko. Et là, il y avait un magnifique cerf-volant. Ah! Alors, il est allé s'entraîner comme ça, dehors, à faire du cerf-volant. Et le papa de Keiko lui a appris à le manipuler. Abou, lui, il était à Paris. À Paris, dans l'appartement où il y avait le canari en cage. Oh, ça l'a démangé, hein. Il avait envie d'ouvrir la porte de la cage, mais il s'est dit non, je peux pas. C'est l'oiseau favori de Julien, je peux pas faire ça. Alors à la place, il a joué avec le jeu électronique que le Père Noël avait apporté à Julien. Et comme ça, partout dans le monde, les enfants ont ouvert des cadeaux qui n'étaient pas vraiment pour eux, mais qu'ils ont appréciés, chacun à leur manière. Il y avait une maison aussi. Dans cette maison-là,
il n'y avait pas d'enfants. Mais quand même, on faisait un sapin de Noël. Et l'homme et la femme qui étaient là, et chaque année, eh bien, ils faisaient leur lettre au Père Noël. Et chaque année, dans la lettre au Père Noël, ils disaient, s'il te plaît, Père Noël, nous, on voudrait tellement un enfant. Et le Père Noël, qui est un malin, quand il avait déposé les cadeaux sous ce sapin-là, il y avait aussi déposé un enfant. Un enfant que personne n'aurait réclamé. Nathan, le petit enfant gris, vous savez, le petit orphelin. C'est comme ça qu'au matin, quand l'homme et la femme sont allés découvrir leurs cadeaux sous le sapin, ils y ont trouvé cet enfant qu'ils avaient tant désiré. Et là, ça a été un magnifique Noël pour eux. Et puis, le temps passant, eh bien, les parents ont reçu de petites cartes avec des indices pour que les papas puissent partir à la recherche, ou les mamans d'ailleurs, à la recherche de leur enfant. Pour me retrouver, tu devras traverser la mer. Oh, habille-toi bien parce qu'il fait froid. Et c'est comme ça qu'on a vu quelque chose d'extraordinaire à travers le monde entier. Les papas ou les mamans, c'était selon, puisqu'il fallait bien qu'il en reste un à la maison pour s'occuper de l'enfant qu'on leur avait donné à Noël, eh bien les papas ou les mamans partaient à travers le monde à la recherche de leur enfant. Seulement, certains d'entre eux n'avaient jamais voyagé, n'avaient qu'à jamais dépasser le bout de leur rue ou peut-être de leur ville. Alors ils étaient perdus, ils étaient obligés de demander conseil aux uns aux autres. Et les gens se parlaient, s'entraidaient, se recevaient, s'accueillaient. C'était extraordinaire. Le Père Noël se régalait. Décidément, ça fonctionne encore mieux que ce que je croyais. Et c'est comme ça que le papa de Julien a retrouvé son fils là-bas au Japon, qu'il a fait la connaissance de la famille de Keiko. Et c'est comme ça que les parents de Keiko sont allés voir les parents inuits de Nook et que chaque parent, un jour, a enfin retrouvé son enfant. Mais ça avait créé des liens. Ce genre d'expérience crée des liens que rien ne peut dénouer. Alors, c'est pas ce que je vais vous souhaiter. Je voudrais simplement vous souhaiter à tous un joyeux Noël, mais essayez de ne pas l'oublier. Joyeux Noël à tous.